Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La psychologie occupe dans l'université une place singulière. Fille de la philosophie, elle a acquis son autonomie qui s'est traduite, en France, par la création en 1947 d'une licence de psychologie et par celle de poste de chercheur en psychologie au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Très curieusement, la psychologie est rattachée au sein de l'université aux sciences de l'homme, en compagnie de la sociologie, de la linguistique, de la philosophie, de l'histoire, alors qu'au CNRS elle a été pendant longtemps exclusivement rattachée aux sciences de la vie, biologie, psychophysiologie, neurophysiologie, éthologie. Ce n'est que depuis 1992 qu'elle fait l'objet d'une double tutelle des départements des sciences de l'homme et des sciences de la vie. Cet état de fait témoigne des difficultés que rencontre la psychologie pour se situer dans le champ scientifique et des tensions théoriques qui sont nécessairement les siennes. L'homme étant un être biologique dont la vie sociétale est importante, son étude suppose toujours une double référence. La psychologie se trouve ainsi située entre deux réductionnismes extrêmes, l'un se focalisant sur les contraintes d'ordre biologique et fonctionnel, l'autre sur celles d'ordre relationnel et social, contraintes qui régulent et conditionnent les activités humaines. L'originalité de la psychologie est de tenter une articulation entre ces deux approches, articulation qui n'est pas nécessairement présente au niveau d'études singulières mais qui résulte, de fait, de la confrontation de différentes approches. Pour nous adresser à un public très large et aussi, étudiants qui entreprennent des études de psychologie, soit pour en faire un métier, soit au titre d'une formation complémentaire, étudiants inscrits dans des formations professionnelles comprenant des enseignements de psychologie, étudiants en marketing, puisque le marketing, étudié au sein des universités et des grandes écoles, est aussi intéressé par la psychologie. Nous avons fait le choix d'organiser cet ouvrage à partir, d'une part, de défrichement des travaux contemporains, autre part, de questions fondamentales concernant l'homme, comment perçoit-il le monde, comment communique-t-il, comment apprend-il, raisonne-t-il, juge-t-il et décide-t-il. Cependant, certaines questions importantes ne sont pas abordées, comme les phénomènes parapsychologiques, soit parce qu'il s'agit d'un domaine largement négligé par la recherche, soit parce que nous avons choisi de ne pas traiter certains sujets bien étudiés par ailleurs. Par exemple, les aptitudes manuelles et physiques, la construction de l'identité personnelle, ne sont évoquées que de manière incidente. En effet, l'être humain dont il est question dans ce livre est un être cognitif, homme ou femme, le plus souvent délocalisé dans le temps et dans l'espace. C'est un être humain au sens générique du terme, qui perçoit le monde pour en tirer des informations, un être qui communique préférentiellement par le langage, qui forme des connaissances et les utilise, qui raisonne, qui juge et qui résout des problèmes. On aura reconnu ici des activités fortement valorisées dans notre société, souvent difficiles pour tout un chacun compte tenu de l'importance des enjeux économiques et politiques. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les annonces d'offres d'emploi ciblant la gestion des ressources humaines, de formation, des optimisations du potentiel humain, etc. C'est à la construction, théorique et programmatique, de cet être humain cognitif que s'intéressent aussi ces pages. Elles visent à donner aux étudiants quelques clés conceptuelles et épistémologiques qui leur permettront de se repérer dans la multiplicité des approches qu'ils rencontreront, notamment en premier cycle. En effet, dès la première étape universitaire, l'enseignement de la psychologie se fait par la recherche. Très tôt, les étudiants sont invités à lire et à critiquer des travaux expérimentaux parus dans des ouvrages ou dans des revues spécialisées, écrits le plus souvent en langue anglaise. Très vite, également, ils sont confrontés aux techniques d'observation et à l'analyse des données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. En effet, en psychologie, il est fréquemment demandé aux étudiants d'établir des dossiers critiques sur tel ou tel sujet. Les différentes analyses que nous proposons, se faisant à partir des questions générales évoquées précédemment, il en résulte une certaine redondance au cours de l'écriture, puisque certains thèmes classiques de la psychologie, l'apprentissage, le langage, la mémoire, la représentation des connaissances, la perception, l'intelligence, etc., sont abordés dans différents chapitres. Nous avons donc signalé des renvois chaque fois qu'ils ont paru utiles. Le lecteur aura donc la possibilité de repérer des communautés et des différences d'approche, compte tenu du nombre d'auteurs ayant traité ces sujets. Cette pluralité,
gênante pour qui aurait une représentation hégémonique du champ scientifique, nous semble pédagogiquement intéressante, puisqu'elle est susceptible d'aiguiser l'esprit critique des étudiants, inhérent à la pensée scientifique et aux démarches de recherche. C'est dans cette optique que nous avons préféré systématiser les approches plutôt que développer l'exposé des données empiriques. Elles ne sont pas ignorées, mais ne sont retenues que dans la mesure où elles sont clairement établies et permettent d'avancer dans la problématisation d'un sujet. Afin de ne pas imposer au lecteur le recours constant à des dictionnaires, nous avons donné de nombreuses définitions, soit en bas de page, soit en dessous des encadrés, ce qui ne dispense pour autant de se reporter à certains ouvrages fort utiles comme le Dictionnaire de psychologie de R. Doron et F. Parrot, 1991 et 2011, PUF, le vocabulaire de sciences cognitives de Oude, D. Kayser, Oekening, J. Proust et F. Rastier, 1998, PUF, ou le Dictionnaire des sciences cognitives 2002, sous la direction de Gettybergien, Armand Collin, Le cerveau et la pensée, la révolution des sciences cognitives, 2003, coordonné par J.F. Dortier, Sciences humaines édition L'homme cognitif, 2005, sous la direction de Haveil Barret, PUF. Parfois même, nous avons signalé l'origine des mots en langue étrangère et procédé à quelques rappels historiques. Néanmoins, le lecteur pourra rencontrer parfois quelques difficultés en raison de la diversité des concepts en jeu. Bien que nous ayons tenté d'évacuer tout jargon inutile, il reste que la multiplicité des emprunts conceptuels faits par la psychologie oblige à les introduire, faute de quoi nous risquerions de leurrer les lecteurs, étudiants ou non, sur la discipline elle-même. Il est salutaire qu'ils se rendent rapidement compte que la psychologie universitaire est assez éloignée des conceptions intuitives qu'on peut en avoir, et que l'accès à la profession de psychologue impose une formation intellectuellement très exigeante, ce que laisse peu présager tous les discours de vulgarisation psy rencontrés dans les médias. Nous avons généralement placé les données d'expérience en encadré, excepté lorsqu'elles sont nécessaires à la compréhension du texte. Ces encadrés comprennent généralement des informations susceptibles de s'appréhender presque indépendamment du texte. On y retrouvera également des notes biographiques, des descriptifs de situations ou de dispositifs, des extraits de protocoles ou de grilles d'analyse, les approfondissements, les exemples particuliers, les indications d'ordre documentaire ainsi que les implications pratiques sont présentées en caractères plus petits. La bibliographie finale permettra d'avoir des conseils de lecture et de prolonger l'étude des sujets abordés. Nous avons volontairement privilégié les auteurs francophones, nombreux à être représentés dans les universités françaises fréquentées par les étudiants. C'est en lisant la cognition, comme vous vous apprêtez à le faire, que nous avons appris à examiner avec modestie et prudence les théories psychologiques. Dès lors, nous pouvons en transmettre l'enseignement. Chapitre 1er de l'apprentissage à l'intelligence humaine, historique. L'apprentissage peut prendre plusieurs formes, de la plus simple, comme le conditionnement, à la plus complexe, comme la transmission sociale. Toutes contribuent à la mémoire d'un individu. Apprentissage, mémoire et intelligence sont étroitement associés chez les humains. Faisant appel à leur mémoire des expériences passées, ils apprennent à modifier leur comportement en fonction des influences de leur environnement physique et social. L'intelligence est notamment déterminée par la variété et la souplesse des comportements adoptés, en réponse à ces influences. Le processus d'apprentissage intervient dans l'acquisition de conduites aussi variées que la marche bipède, la reconnaissance des visages, le langage, la résolution de problèmes et d'équations mathématiques ou les réactions phobiques. Mais l'espèce humaine n'est pas la seule à apprendre. La plupart des animaux ne pourraient survivre sans processus d'apprentissage, car ils ne pourraient se comporter de manière adaptée à leur environnement. L'apprentissage s'appuie sur l'expérience propre à chaque individu, et a donc un lien étroit avec la mémoire. Un organisme qui apprend compare la situation présente avec les souvenirs emmagasinés, et met à jour sa représentation de l'environnement en assimilant de nouvelles informations ou en s'y accommodant, écrivait Doré, 2003. L'habituation, un indice de la mémoire. Il y a diverses formes d'apprentissage. L'une des plus simples, l'habituation, apparaît même chez les invertébrés les plus primitifs. Elle consiste dans la diminution graduelle de l'intensité, de la durée ou de la fréquence d'une réponse à la suite de la présentation répétée d'une stimulation.
Ce processus est différent de la fatigue, puisque le déclin de la réponse n'a lieu qu'en présence du stimulus répétitif ou de stimuli très semblables. L'apprentissage ne se limite évidemment pas à cela. Pour accroître leurs chances de survivre, les animaux par exemple, doivent non seulement reconnaître les stimuli pertinents mais aussi anticiper sur les événements significatifs de leur environnement. La représentation du premier événement en mémoire active le second et permet ainsi une réaction rapide. Cet apprentissage associatif apparaît sous deux formes, le conditionnement classique et l'apprentissage instrumental. Le réflexe conditionné ou conditionnement classique, un processus omniprésent. Le conditionnement classique a été découvert par Ivan P. Pavlov, 1849 à 1936. Au cours de travaux sur la physiologie digestive, il remarque que la salive et les sécrétions gastriques, normalement déclenchées chez un chien par la présence de nourriture dans la gueule, peuvent aussi être induites par les stimuli précédant son ingestion. Par exemple, la vue du bol ou de l'employé de l'animalerie. Cette observation a révélé que les stimuli a priori inefficaces pour déclencher un réflexe biologiquement important, la réponse inconditionnelle salivaire, peuvent déclencher une réponse semblable, la réponse conditionnelle, s'ils sont associés avec le déclencheur naturel du réflexe, la nourriture. Tout se passe comme si l'animal apprenait que certains stimuli conditionnels, annoncent la présence prochaine de nourriture, stimulus inconditionnel, et réagissait à ces stimuli comme à la nourriture même. Le conditionnement classique est généralement étudié en laboratoire, mais il intervient dans une multitude de situations naturelles. Depuis le cas célèbre du petit Albert grâce auquel John Brodus Watson, 1878 à 1958, le fondateur du behaviorisme radical, a montré qu'une phobie des rats pouvait être créée de toutes pièces. Une expérience déontologiquement inacceptable aujourd'hui, on sait que le conditionnement classique sous-tend l'acquisition de réponses émotionnelles positives ou négatives. De plus, cette forme d'apprentissage associatif est à la base de divers traitements de troubles mentaux. Au cours des dernières décennies, les recherches se sont orientées dans une toute nouvelle voie et ont mis en évidence le rôle important du conditionnement classique dans de nombreux phénomènes psychosomatiques. Effet placebo, réaction glycémique, sensibilité à la douleur, tolérance aux drogues et réponse immunitaire. L'apprentissage instrumental ou conditionnement opérant. Comment renforcer un comportement? Contemporain de Pavlov, Edward Lee Thorndike 1874 à 1949 met en évidence une autre forme d'apprentissage associatif, l'apprentissage instrumental. Il place un animal affamé dans une cage équipée d'un mécanisme qui lui permet d'ouvrir la porte et d'atteindre la nourriture placée à l'extérieur. La première fois, l'animal montre généralement des comportements inappropriés. Il se frotte sur les parois, miaule, mord et griffe, avant de finalement actionner le mécanisme d'ouverture. L'apprentissage, mesuré par le temps nécessaire pour sortir de la cage, est très lent au début mais s'améliore graduellement avec les essais. L'animal acquiert ainsi, par essai et erreur, un comportement efficace. La subjectivité du renforcement. Dans un conditionnement classique, une association se crée entre un stimulus a priori neutre et le déclencheur naturel d'une réponse. Selon E.L. Thorndike, dans un apprentissage instrumental, une association entre une situation stimulus S, par exemple l'intérieur de la cage, et une réponse R particulière est renforcée parce que cette réponse est suivie d'un état satisfaisant, le bien-être que procure la nourriture à un animal affamé. Ce concept d'association SR marquera profondément la psychologie de l'apprentissage. Toutefois, comme la satisfaction est une donnée subjective très difficile à analyser scientifiquement, en particulier chez les animaux, les successeurs de E.L. Thorndike tente d'objectiver davantage la cause du renforcement de l'association. Ainsi Clark Ellul, 1884 à 1952, soutient que l'effet de renforcement s'explique par la réduction d'une tendance motivationnelle, drive en anglais, qui est elle-même l'expression psychologique d'un besoin biologique. Cette interprétation est à son tour contestée par l'un des psychologues les plus influents, mais aussi les plus controversés du siècle, Burrus F. Skinner, 1904 à 1990. Pour expliquer l'apprentissage instrumental, qu'il rebaptise du nom de conditionnement opérant,
B.F. Skinner estime qu'il n'est ni utile ni nécessaire de faire appel à des processus internes comme la satisfaction, la motivation, la mémoire ou la cognition. Il suffit, selon lui, de décrire ce qui est directement observable. Le renforcement est ainsi caractérisé par tout stimulus ou événement qui augmente la probabilité ultérieure d'un comportement. Ce point de vue a dominé la psychologie de l'apprentissage pendant plusieurs décennies et a été à l'origine de nombreuses applications cliniques. Par la suite, l'influence croissante du cognitivisme a favorisé une approche radicalement opposée au néo-behaviorisme skinnérien. L'habituation, le conditionnement classique et l'apprentissage instrumental sont basés sur l'expérience directe de l'environnement. L'être humain doit en extraire les informations pertinentes lui permettant de modifier sa représentation et d'ajuster son comportement. Une autre façon d'apprendre dépend de l'interaction sociale entre congénères et apparaît sous deux formes: l'apprentissage par observation et la transmission sociale. L'apprentissage par observation et la transmission sociale, ce sont des fondements de la culture. Dans l'apprentissage par observation et l'imitation, l'individu étudie le comportement d'un congénère et en extrait des informations utilisables ultérieurement, quand il sera lui-même dans une situation analogue. Ainsi les enfants, par exemple, consacrent-ils beaucoup de temps et d'énergie à observer leurs parents, d'autres adultes ou d'autres enfants, et à les imiter. Cet apprentissage influence aussi le comportement des adultes, mais d'une manière souvent moins évidente, comme c'est le cas avec la publicité. On a longtemps douté qu'une capacité similaire puisse exister chez les animaux, mais des recherches éthologiques ont montré que certaines espèces d'oiseaux et de mammifères y ont également recours. Quand un comportement appris grâce à une interaction sociale persiste de génération en génération au sein d'une population, on parle de transmission sociale. Cette forme d'apprentissage joue évidemment un rôle fondamental dans les cultures humaines pour l'acquisition de connaissances, de conduites, de croyances, de valeurs et d'attitudes. L'une des formes de transmission sociale les plus courantes est l'enseignement. Il est plus difficile d'en démontrer l'existence chez les animaux, parce que l'enseignement implique une intention délibérée de transmettre de l'information, mais certaines acquisitions, telles l'apprentissage de la prédation chez le chat domestique, sont souvent citées en exemple, Doré, 2003, op.site. L'influence du cognitivisme, l'analyse comparative de l'intelligence. Les chercheurs en cognition animale ont récemment étudié d'autres processus qui exigent l'intégration d'informations plus complexes comme la représentation sous-jacente aux conduites spatiales, l'estimation de la durée ou la catégorisation d'objets. Ils s'intéressent également aux similitudes et différences entre les mémoires animales et humaines. Ces nouveaux champs de recherche ont pu être développés grâce au rapprochement de la psychologie de l'apprentissage et de la psychologie cognitive humaine. Dans la plupart des situations où interviennent les processus d'apprentissage et de mémoire, l'organisme est itérativement exposé à des objets ou à des événements précis. Il peut alors extraire les éléments communs aux diverses répétitions et construire ainsi une représentation qui reflète cette invariance. Toutefois, si les objets ou les événements changent de façon significative, il doit construire une nouvelle représentation. Ainsi, dans une situation d'habituation, une réponse qui avait presque disparu en présence du stimulus A réapparaîtra dans sa pleine force en présence d'un stimulus B. Si ce dernier diffère beaucoup du stimulus A, les types d'invariants qu'un système représentationnel peut extraire posent donc le problème de sa flexibilité et de ses limites ou, si l'on préfère, le problème de l'intelligence. En effet, un comportement nous apparaît d'autant plus intelligent qu'il s'applique à des situations différentes, qu'il combine des représentations extraites de domaines et de contenus diversifiés, et que les propriétés représentées sont abstraites. Quelle intelligence chez les animaux ? L'analyse comparative de l'intelligence ne vise pas à évaluer si les espèces animales sont plus ou moins intelligentes, mais tente d'établir la nature des invariants que les animaux peuvent extraire des objets et des événements, de comprendre la façon dont se développent les représentations qu'ils se font de leur environnement physique et social, et dans quelle mesure elles confèrent de la souplesse à leur comportement. Certains appellent psychologie comparée développementale et évolutive, l'une des approches qui se sont attaquées au problème de l'intelligence animale. Ces travaux, inspirés de la théorie de Jean Piaget sur le développement cognitif de l'enfant,
montre que l'intelligence de plusieurs vertébrés se développe, comme celle des humains, selon une séquence stable dont chaque étape intègre les structures acquises aux étapes précédentes. Les structures deviennent par ailleurs de plus en plus différenciées. Des similitudes et des différences apparaissent entre hommes et singes, entre diverses espèces de primates et entre primates et autres mammifères. Les dissemblances concernent notamment la chronométrie du développement ontogénétique, les structures de représentation acquises au cours de l'ontogenèse, les invariants de l'environnement physique et social susceptibles d'en être extraits et la coordination des connaissances en une séquence moyen-but. Ces différences ont des conséquences quant aux contenus qui peuvent être représentés, relations sujet-objet, relations objet-objet, relations entre relations, et à la flexibilité du comportement. Le langage humain est unique, mais une autre approche de l'intelligence animale consiste à analyser les processus cognitifs et les structures de représentation sous-jacentes aux modes de communication que les animaux utilisent spontanément en milieu naturel, ou qui peuvent leur enseigner en laboratoire. Les travaux les plus connus concernent les tentatives d'enseignement d'un langage à diverses espèces de singes, chimpanzés, gorilles. Après de vains efforts pour apprendre un langage vocal à ces primates, les chercheurs se sont tournés vers d'autres procédures. L'enseignement d'un langage gestuel, ce qui permet de tirer profit de la grande dextérité manuelle de ces animaux et de leur tendance spontanée à communiquer par gestes. 2. La mise au point par David Premack, d'une méthode qui consiste à utiliser en guise de mots, des objets tridimensionnels que l'animal peut aligner sur un tableau pour composer des phrases. Et 3. Le recours à l'ordinateur et à un système de symboles arbitraires, le Yerkes, du nom de Robert M. Yerkes, l'un des premiers primatologues américains. Chaque touche d'un clavier spécial équivaut à un mot et l'animal compose des phrases en appuyant successivement sur différentes touches. D'autres recherches se sont intéressées à la production d'un système des signes. La compréhension d'un langage a été davantage étudiée chez 2 mammifères marins, le dauphin et l'otarie. Pour démontrer qu'un animal comprend vraiment la signification d'une phrase qui lui est présentée, il faut qu'il puisse exécuter des comportements distincts quand les mêmes éléments sont combinés en séquences différentes. Autrement dit, il doit comprendre non seulement chaque unité lexicale mais aussi les règles de syntaxe, donc la grammaire du langage. C'est se contenter de mettre en évidence Louis M. Hermann, chez le dauphin, en utilisant les langages acoustiques et gestuels, et Roland J. Schusterman, chez l'otarie, langage gestuel seulement. Bien que les résultats obtenus soient fascinants, personne ne prétend sérieusement que la compréhension par certains mammifères marins et la production par les anthropoïdes d'un langage artificiel impliquent que ces animaux peuvent acquérir un mode de communication identique au langage humain. Celui-ci est unique, tant sur le plan de la cognition que celui de la communication. Toutefois, il n'est pas le seul mode de communication à faire appel à des processus cognitifs et à des structures de représentation raffinées. L'existence de niveaux de compréhension et de production langagière chez des animaux aussi différents que les mammifères marins et les singes anthropoïdes suggère que les habiletés cognitives sous-jacentes ont pu apparaître indépendamment, à plusieurs reprises, au cours de l'évolution. En revanche, les aptitudes langagières exceptionnelles que manifestent les anthropoïdes contemporains permettent de supposer qu'ils possédaient déjà un certain nombre de processus cognitifs et de structures de représentation qui ont donné lieu, selon François Y. Doré, à l'évolution d'un langage articulé chez l'humain. La psychologie comparée de l'apprentissage, de la mémoire et de l'intelligence couvre un champ de connaissances très vaste, allant des acquisitions comportementales les plus élémentaires aux représentations les plus complexes. Comme l'écrit Jacques Vauclair, pour éviter de propager les stéréotypes qui séparent les animaux intelligents de ceux qui le seraient moins, on ne peut que recommander leur étude systématique, sur le terrain et même en captivité, sans se limiter a priori à étudier les bonnes espèces, celles qui sont apparemment les plus proches de l'homme. Chapitre 2 Résolution de problèmes en sciences cognitives, la problématique, sa formulation et sa justification. Nous avons vu au chapitre précédent que la mise en évidence de phénomènes psychologiques, ainsi que l'étude des processus qui les sous-tendent, nécessitait bien souvent de restreindre la complexité des situations et de limiter les comportements étudiés, microcognition. L'étude des processus de résolution de problèmes permet de compléter ces approches analytiques, et de mettre en évidence la globalité des conduites,
macrocognition. Ainsi en est-il de la planification des actions, qui ne peut intervenir que si les individus ou les sujets d'expérience sont placés dans des situations qui la requièrent. Après avoir défini ce qu'on entend par problème, nous aborderons un certain nombre de points de vue permettant de le caractériser, puis nous exposerons comment les grands courants théoriques ont rendu compte des processus de résolution de problèmes. Enfin, nous évoquerons les retombées pratiques des travaux effectués dans ce domaine. 1. Qu'est-ce qu'un problème dans la théorie cognitive ? Selon J.F. Richard 2003 et Aveille-Barret 2005, op.cite, le terme problème en psychologie a un champ de signification assez vaste. Les psychologues qui étudient la perception, la compréhension ou le raisonnement l'utilisent pour désigner le fait que l'individu exerce, lors du traitement de l'information, un contrôle de son activité, ce qui signifie que sa conduite ne relève pas uniquement de processus automatiques. Nous lui réservons ici un sens plus restreint, bien qu'englobant déjà une large gamme d'activités. Nous entendons par problème toute situation qui se caractérise par un ensemble de données, produits ou marques, objets matériels, actions, événements, représentations symboliques, graphiques, etc. Un ensemble de questions qui précisent le but à atteindre. Un ensemble de contraintes qui déterminent les actions de l'individu. La nature des données disponibles sert bien souvent à caractériser les problèmes. Par exemple, les problèmes expérimentaux réfèrent à des objets et à des événements, ceux de construction réfèrent à des objets qui doivent être assemblés pour constituer un système ayant une finalité et ceux de dépannage à des systèmes techniques. Les problèmes papier-crayon utilisés fréquemment dans l'enseignement font appel aux représentations symboliques. Le but à atteindre spécifié dans les questions peut être plus ou moins bien défini. Cela détermine l'ouverture du problème. Par exemple, dans les problèmes scolaires de mathématiques, le but à atteindre est nettement spécifié, faire un calcul, trouver une expression, démontrer, etc. Dans les problèmes de conception, le type de solution à trouver n'est pas défini et il y a plusieurs réponses possibles. Guilford a émis l'hypothèse que les problèmes ouverts faisaient appel à la pensée convergente, alors que les problèmes fermés faisaient appel à la pensée divergente. La première renverrait à la capacité de savoir utiliser des connaissances stockées en mémoire, alors que la seconde ferait appel à la créativité, à l'invention. Les contraintes peuvent porter soit sur les données disponibles ou accessibles à l'individu, soit sur les traitements possibles, soit encore sur le mode d'expression de la réponse. Par exemple, si l'on dispose d'un ordinateur pour effectuer la gestion d'un fonds documentaire, on ne s'y prendra pas de la même manière que si l'on n'a à sa disposition que des moyens traditionnels. L'homme rencontre dans sa vie un certain nombre de problèmes liés à des contraintes nouvelles auxquelles il lui faut trouver une solution adaptée. Contraintes liées par exemple au progrès technologique. Comment utiliser une calculette alors qu'il est habitué de faire le calcul à la main ? Comment saisir un texte sur un ordinateur s'il dispose d'un logiciel de traitement de texte ? En principe, toute évolution technologique vise à améliorer la résolution de problèmes, mais corrélativement, elle impose à l'homme de modifier ses procédures habituelles de résolution. Beaucoup de résistances aux changements technologiques rencontrés en entreprise tiennent bien souvent aux difficultés cognitives afférentes à l'élaboration de solutions nouvelles. Les psychologues en entreprise s'occupent de ces questions et sont le plus souvent rattachés au service de formation du personnel. 2. Caractéristiques des problèmes. Nous avons vu précédemment que la nature des données disponibles, celle du but à atteindre et celle des contraintes servaient à différencier les problèmes dont la caractérisation dépend en grande partie des objectifs poursuivis dans les études. Quand les objectifs sont orientés vers une meilleure connaissance d'opérations mentales ou de raisonnements particuliers, les problèmes sont sélectionnés ou conçus spécialement pour conduire l'étude. On dit que ce sont des problèmes de laboratoire. Leurs caractéristiques sont contrôlées a priori. On s'assure généralement, au préalable, que la situation est bien conforme aux objectifs. Il arrive parfois que les analyses qui sont faites des problèmes fassent l'objet de révision. Cela est dû, le plus souvent, au changement de cadre théorique. Les problèmes sont caractérisés par le type d'opérations intellectuelles, ou par les processus auxquels il est fait appel de manière privilégiée pour les résoudre. On conçoit ou on sélectionne ainsi des problèmes d'identité.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.